énormément de gaspillage. Il y a, paraît-il, 30 à 40% de la productivité du monde actuel qui sont du superflu. C'est-à-dire des choses dont on n'a pas vraiment besoin pour vivre, mais qui sont que du superflu. Seulement ce superflu, il a un impact sur les ressources de la planète. Et un énorme impact sur les ressources de la planète. Non seulement c'est l'épuisement de plus en plus important des ressources, mais c'est aussi on affame aussi des populations tout entières, parce qu'il y a évidemment des conventions entre le monde dit développé, le monde sous-développé, et tout cela, le monde sous-développé. D'ailleurs, la notion de développement, c'est quelque chose qui n'a jamais été clarifié, parce qu'on prétend qu'un pays est développé à partir du moment où il a, soi-disant, tout ce qu'il lui faut. Et même au-delà de ce qu'il faut, il est développé. Seulement ce développement, si chaque être humain de cette planète se développe comme s'est développé le monde développé, la planète dépose le bilan. C'est impossible. Pourquoi ce système tient? C'est parce qu'il y a des quantités d'affamés, des gens qui n'ont pas accès même. Alors on vous dit c'est parce que nous sommes nombreux. Ça n'est pas vrai. C'est pas parce que nous sommes nombreux qu'il y a la faim dans le monde et les problèmes. C'est parce que nous ne sommes pas équitables et qu'il y a une minorité humaine qui consomme au-delà de ce qui lui est nécessaire. Moi-même, qui essaye d'être... J'ai écrit un bouquin sur la sobriété heureuse. Moi-même qui essaie de... bon, c'est vrai que chez nous, ça serait le désespoir du cambrioleur. Il n'y a rien qui a vraiment une grande valeur. Tout ce que nous avons, c'est des choses utiles et c'est tout. Et en 2002, quand je me suis présenté aux élections présidentielles, on avait dit, écoutez, voilà, il faut maintenant aller vers la décroissance. La décroissance, c'est une théorie économique notamment de M. Reagan et d'autres, qui était de dire le monde actuel moderne est dans une telle demande de croissance que l'épuisement est là, qu'il va vers l'épuisement. Et du coup, c'était une théorie pour dire il faut réduire cela. Et dans ma campagne électorale, peut-être certains, j'en ai parlé déjà peut-être, en 2002, on me dit il faut que tu te présentes aux élections, donc président Insomnie, je me présente, on crée un programme, etc. Mais on avait mis spécifiquement que rien ne changera si une catégorie humaine continue à être insatiable et prélève au détriment d'une majorité qui, elle, a de moins en moins. Le plus en plus des uns, le plus en plus pour les uns et le moins en moins pour les autres. Et jamais l'Europe ne se serait développée comme elle s'est développée sans les ressources du monde, par la voie de colonisation. C'est-à-dire qu'on est cherché les ressources de tous les pays, avec malheureusement la complicité de leurs États. Moi, j'accuse beaucoup les États du tiers-monde qui sont tout à fait complices et consentants pour que l'Occident épuise les ressources qui sont légitimement les ressources des pauvres pour enrichir les riches. Donc du coup, ce déséquilibre, si vous voulez, crée ce qu'on appelle un tiers-monde. Et pourquoi le tiers-monde? Parce qu'il n'est pas à l'exemple de l'Occident qui, lui, serait développé. Et du coup, ce déséquilibre-là, mondial et international, eh bien, il génère une situation ambiguë. Et c'est pas pour rien qu'il y a aussi des violences. Parce qu'il y a des contentieux par rapport au passé, d'une forme d'humiliation d'un monde dit développé qui regarde les sous-développés comme vraiment des béotiens qui ne sont arrivés à rien. Et du coup, il y a une humiliation intérieure des gens. Et tout ça, pourquoi? Pour finalement être dans une société prospère, ce qu'on entend par la prospérité, et même au-delà de ce qu'on appelle la prospérité, puisque le monde dit développé produit 30 à 40% de déchets, mais consomme de plus en plus d'anxiolytiques.
C'est-à-dire qu'en fait, même l'abondance ne crée pas le bonheur. Elle ne crée pas vraiment le bonheur. Donc du coup, comme on n'est pas heureux, eh ben, on consomme des anxiolytiques, on consomme des stars, on consomme tout ce qu'il faut pour fuir la réalité à tout prix. Et puis, entre-temps, ben, on a créé une civilisation dans laquelle eh ben, il y a, si vous voulez, moi, ce que j'entends par incarcération humaine. L'incarcération humaine, parce que je dis que dans l'itinéraire d'un être humain, il est incarcéré à vie. Parce que de la maternelle à l'université, il est enfermé. Ensuite, tout le monde travaille dans des boîtes, grandes, des petites boîtes, etc. Même pour s'amuser, on va en boîte, vous savez. On y va comment ? Ben, dans sa caisse. Et vous avez la boîte à vieux, en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. Voilà l'itinéraire d'un être humain dans le monde moderne. Voilà. Et après, on n'a pas eu le temps d'admirer la vie, d'admirer les beaux paysages, d'admirer les beaux couchers de soleil, les beaux levers de soleil, même à tel point que nous, quand nous nous sommes installés à la Terre, donc en 1961, nous avons pris une ferme qui avait ni électricité, ni téléphone, ni rien du tout. C'est parce que je devais faire un emprunt au Crédit Agricole et le Crédit Agricole me dit maintenant d'abord aller apprendre le métier. Et quand je leur décris la ferme que nous avions trouvée, j'ai bien été obligé de dire pas d'électricité, pas de téléphone, le chemin à peine praticable parce que j'avais une vieille Juve A4, vous savez, qui avait pitié de moi, qui m'emmenait d'un lieu à un autre parce que je faisais de l'acharnement thérapeutique sur toutes les voitures qui étaient vraiment en fin de vie. C'était ce que je pouvais acquérir. J'avais un petit peu de connaissances mécaniques dont je me débrouillais, etc. Et du coup, voilà, un lieu. Alors quand au Crédit Agricole, on m'a dit « Mais pourquoi diable vous vous installez dans ce lieu invivable ?» C'était très difficile de leur dire « Vous savez, je m'installe dans ce lieu invivable parce qu'il est beau. » La beauté, on s'en fout aujourd'hui. D'ailleurs, à tel point que il y avait, quand on allait couper des arbres avec beaucoup de circonspection pour nous chauffer, il y a une année où c'est un ami qui discutait dans un bistrot et j'entends je dois faire mon bois, couper mon bois et je suis tout seul. Alors, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, je me tourne vers lui, je dis moi aussi je dois couper mon bois et je suis tout seul. Est-ce que ça ne serait pas intelligent que j'aille vous aider et que vous veniez m'aider ? Ah, dit oui, tout de suite. Et il n'était pas question de tronçonneuse. C'était tout manuel. Donc, on établit une espèce de convention selon laquelle il me donne une semaine de travail et je lui donne une semaine de travail. Et on commence, etc. Et un soir, on a bien travaillé toute la journée, etc. Le tas de bois est très beau, on est tout à fait fiers de nous, satisfaits, etc. Et le soleil se couche dans une paix extraordinaire, dans cette couleur des arc-en-ciel magnifique. Et sur ce coucher de soleil, un arbre s'est découpé. Comme c'était l'hiver, il n'avait pas de feuilles. Et donc c'était une dentelle sur le paysage. Et ça ajoutait une beauté extraordinaire, cette paix du jour qui s'assoupit, ce silence et cet arbre magnifique qui se découpe. Pour moi, j'étais vraiment en extase, en disant qu'est-ce que c'est beau. Et bien ça, c'est très important. Et alors je dis à mon ami, je suis en train d'apprécier le paysage et je lui dis, il s'approche de moi et je n'ose même pas parler. Et je lui dis, regarde. Il me dit, il y a au moins 10 stères.